bon, c'est parti pour la 3e heure de Yata. On rend toujours hommage à Akira Toriyama et à ses œuvres, en particularité, bien sûr, Dragon Ball. Brigitte Lecordier nous a rejoint, la voix de Goku. Comment tu vas, Brigitte? Je vais très bien. J'ai l'impression qu'on s'est quitté hier. Oui, j'ai l'impression aussi. Mais tous, hein, là. Oui, mais c'est cool. Bah oui, c'est cool. Et puis c'est toujours cool de t'avoir en émission. Mignon. Et puis on va pouvoir parler un peu plus de Dragon Ball avec toi. Évidemment, Benoît Huot, responsable éditorial chez Glénat, nous a rejoint. Tu vas bien? Oui, très très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Ah bah, tu as très bien dit, dis donc. Oui, voilà. il parle bien Benoît. Parce que je l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais évidemment, Dragon Ball en France, c'est chez Glénat. Donc on va pouvoir aussi parler avec toi peut-être un peu plus chiffres, si tu es d'accord. Oskunk est toujours là, toujours en plein dessin. Toujours là, oui. Alors, t'en es à combien en pourcentage là, dis-nous? 70%. Ah, mais t'as super bien avancé là. Ah ouais, je vais speeder là. 71. Ah bon? tu peux prendre ton temps, on a encore 3 heures. Ok, bah vas-y, je prends. Hop, il rentre dans l'arc Freezer là. Bah tu vois, si c'est pas la version Kai, ça va durer longtemps, hein, parce que le combat il est interminable. Valentin nous a rejoint. Et ben ouais, me revoilà. Et puis surtout, on l'a pas encore entendu, mais Nice nous a rejoint. Les gars, je suis de retour depuis la semaine dernière, ma foi. Je vous ai écouté, c'était trop bien. En fait, t'es en train de manger les pizzas de l'autre côté. Mais totalement, je me suis régalé, les Kinder Bueno, tout ça, la totale. Ah d'accord, c'était pas mal. J'espère que tu n'as pas mangé tous les Maltesers parce que j'en ai besoin. Les Maltesers. Ouais, alors je sais jamais comment on le dit. Les Maltesers. Moi je dis les Maltesers. Je sais que c'est le phtor, mais... Non mais même pas pour moi en plus. Je sais bien. Bien sûr, on va continuer à parler d'Akira Toriyama, mais on a des invités au téléphone. Est-ce qu'on l'a tout de suite, l'invité? J'ai pas envie de dire son nom. Non. Eh bah... Ah bah on l'a, très bien. Alors je vais essayer de vous... Avant qu'il intervienne, je vais essayer de vous le faire deviner. C'est un invité qui fait des vidéos YouTube, qui est un très 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 grand fan de Dragon Ball. Il y en a beaucoup. Et pour lui, Dragon Ball c'est la vie. Est-ce que vous otaku. Tu dis le chef otaku, oui. Soso. Est-ce que vous avez d'autres propositions? C'est sûr, of course. Oui, vous êtes tous là. Eh bah écoute, on va voir. Allô, le chef, est-ce que t'es là? Allô? Voilà, le chef otaku. Comment tu vas? Oh, ça va. Ouais, c'est pas simple. Tranquille. Non, en vrai, depuis la semaine dernière, là, bon, c'est le seum. Hein. Ouais, oui, c'est pas le chagrin, c'est le seum. Ouais, le seum, c'est pire que le chagrin, le seum. C'est l'état d'après. D'ailleurs, juste avant que je te demande, parce qu'on sait un petit peu toute l'importance qu'a Akira Toriyama, t'avais fait une vidéo sur les échecs d'Akira Toriyama. Est-ce que ça a repris un peu plus de vues là depuis malheureusement la semaine dernière? Bah hélas oui, et ça me dégoûte aussi un peu. Je suis dégoûté. Ouais, bon. je comprends à quel point il est important pour toi. C'est une question bête, mais que les auditeurs le sachent. Comment dire ça simplement Tu peux étayer. Moi, si j'avais pas croisé Dragon Ball à un moment donné, je serais pas là aujourd'hui. J'aurais eu une vie totalement différente, donc forcément. T'aurais pas lancé de vidéos YouTube sur les mangas? Bah non, mais moi à la base c'est même pas ça. Moi à la base, comment dirais-je, disons que quand j'ai croisé Dragon Ball, c'était un peu l'évident. C'était genre, c'est ce que je voulais faire de ma vie, c'était faire des mangas, dessiner, tout ça. La chaîne YouTube, même si c'est ça qui a le plus marché actuellement, c'est qu'une conséquence de ça finalement. Donc. Et tu l'as connu par le manga d'abord Ça fait quelque chose de savoir qu'il fera plus jamais rien, quoi. C'est un peu. Brigitte, t'as une question pour toi, chef. Ouais, tu l'as connu par le manga ou par l'animé? Bah l'animé d'abord, mais bon moi l'animé, le Club Dorothée, j'avais 4 ans, tu sais, donc ouais, d'accord. c'est plus tard que j'ai découvert le manga et que j'ai découvert vraiment. Donc plus par le manga en fait. C'est là où j'ai découvert le manga dans son ensemble en fait, c'est avec Dragon Ball, tome 35. Ah oui, il y en a 42, donc t'as commencé par le plat. Oui, mais moi, t'as commencé par la fin, parce que quand t'es petit, tu sais, t'as un bouquin une fois tous les 6 mois, tu sais, donc c'est vrai. C'est le premier que j'ai trouvé. C'est comme ça qu'il regardait l'anime à la télé. Je l'ai toujours, d'ailleurs, celui que j'ai eu dans mon enfance, là, le tome 35 où il y a Gohan Super Saiyan 2. Ouais. C'est le pastel, c'est l'édition pastel là dont tu parles. L'édition pastel, oui, à l'ancienne. Qui n'existe plus. Ouais, c'est vraiment le truc qui a défini toute ma trajectoire, on va dire. Donc le fait qu'il soit mort aussi subitement. Ouais. On s'y attendait pas. En plus, c'était une journée chelou. Est-ce que j'ai le temps de raconter ma journée chelou ou pas? Je pense que t'as tous les droits, vas-y. D'habitude, comment dirais-je, je me suis réveillé de nulle part. Pas de réveil, rien que dalle. Et d'habitude, je regarde jamais mon téléphone.
Ouais. Et je sais pas pourquoi j'ai senti que je devais l'allumer. Le premier truc que je vois, c'est qu'il est mort. Je fais putain de sa mère. Ah ouais. Donc ma journée était fichue. En vrai, j'ai mis un petit moment pour encaisser la nouvelle quand même. Ouais, j'imagine. Mais tu sais quoi, je vais dire un petit parallèle, c'est que forcément nous on a un groupe WhatsApp Yata, Oui. et je ne saurais pas te dire, pour nous c'est Ringo qui est au Japon, et on aura une chronique d'elle tout à l'heure, qui nous envoie un message, et il est 4h du matin en France. On était Et, tous et je saurais pas vous dire pourquoi, et te dire pourquoi chef, mais on était tous réveillés à ce moment-là, et on a tous regardé le téléphone, Oui. alors qu'il était 4h du mat, on a tous senti quelque chose. Ouais, mais je crois en plus, Shahid il était peut-être encore en France. Shahid était encore en France, on ouais. était tous en train de faire une insomnie de ouf. Et on a jure. tous répondu à 4h du matin à son message. Donc je On a pense tous que dit c'est une mauvaise blague. Mais oui, on a Oui. tous pensé Le que premier c'était une réflexe, blague. hein, de vraiment. ouf. J'ai l'impression que la commu manga était réveillée à ce moment-là. Je pense qu'il a envoyé il y a eu un Genki Dama Une Je crois, qui ouais. s'est- qui s'est répandu dans le monde entier pour laisser les otaku réveillés. Tu sais. Très bizarre. Chef, je sais que beaucoup de gens t'ont posé la question, mais tu comptes faire une vidéo hommage ? Ben en fait, je pense que j'en parlerai de tout ce que ça. Enfin, en fait, le problème que j'ai avec les vidéos hommages à chaud comme ça, c'est qu'au final, j'aurais plus parlé de moi que du bonhomme en fait. J'avais même sur Twitter, j'avais commencé à faire un long tweet et je me suis regardé en train d'écrire le tweet. Je fais non, bah vas-y, je suis ridicule. Ouais. Tu te retrouves à essayer de faire des phrases et tout. Je dis non, j'ai été simple, j'ai juste dit merci d'avoir existé parce que vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu au moment où il est mort, quoi, où j'ai appris la mort, c'est que le gars, je le connais pas, il sait même pas que j'existe, mais il a quand même contribué à la trajectoire que j'ai pris dans la vie quand même. Donc il y a le côté, je pourrais jamais vraiment le remercier en fait. Il y a ce côté acte manqué que j'aurais jamais, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Et je me voyais pas, comment dirais-je. Parce que même on dit, j'aurais fait une vidéo, disons, même si je la monétise pas et tout, quand même il y aura un délire de être dans le, se laisser dicter ce que j'ai à dire ou ce que je ressens un peu par l'ambiance générale. Ouais. Et en fait c'est pas juste un mangaka pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est un, comment dirais-je, c'est un peu exagéré de dire que c'était un pote. Ah, c'est pas exagéré du tout. C'était un espèce de guide, un espèce de modèle si tu veux. Tu sais, nous, on le considère comme un grand oncle, hein, donc c'est pas exagéré. Parce que je suis youtubeur ou quoi que ce soit, j'aurais pas été youtubeur, j'aurais pas eu la carrière que j'ai ou quoi que ce soit, j'aurais ressenti la même chose en fait. Et pour moi, c'est décorrélé de YouTube. Ouais. Donc je me voyais pas faire une vidéo en mode de grosse chialade. Bon, j'aurais pas chialé parce que voilà, mais comment dirais-je, Parce que t'es pas star de la télé-réalité. Je me sentais pas de surfer sur cette émotion. Parce que finalement, même si je pense qu'il y en a qui ont fait des vidéos qui ont été super sincères et tout, finalement, tu surfes sur une émotion. Et du coup, comment dirais-je, attention, c'est un peu branlette, mais c'est un peu, tu te dépossèdes de ton chagrin en fait. Je comprends. Vas-y, j'étale. J'ai pas senti ce besoin de montrer quoi que ce soit. J'ai besoin de me poser tout seul, et j'ai vraiment pris un moment tout seul à réfléchir à ça parce que j'étais vraiment pas bien. J'ai vraiment senti ça comme une perte, vraiment, pour de vrai. Et j'avais pas envie de capitaliser là-dessus d'une manière ou d'une autre en fait. Je comprends. Donc j'en parlerai, d'ailleurs que je l'ai fait pour Miura d'ailleurs, hein. Et je signale à ceux qui m'ont critiqué que je n'ai pas non plus parlé de Boichi Terazawa qui est mort il y a pas très longtemps. Bien sûr. J'ai pas non plus parlé de Leiji Matsumoto ce sont des gens qui ont eu une impact peut-être pas aussi importante que Toriyama mais qui ont quand même compté dans le milieu du manga quand même. On n'a pas parlé non plus de l'auteur de Yu-Gi-Oh! Bien sûr. On a très peu parlé, tu vois, donc c'était un truc que j'avais besoin de garder pour moi un petit peu Mais ça, on dans l'entend. cette période. Mais j'en parlerai à un moment donné, forcément, sans faire dans le misérabilisme, sans faire dans le tire-larme, en essayant d'être le plus honnête et sincère possible. Mais pour l'instant, je pense que je trouve dommage là, par exemple, on a de plus en plus d'infos sur Toriyama, on a de plus en plus de photos qu'on n'avait jamais vues avant. Exact. Je trouve dommage qu'on ait tendance à attendre que les gens disparaissent pour les célébrer, leur rendre hommage. Ça, je trouve ça un peu dommage. Oui. Voilà. Et moi, j'estime, à mon humble niveau, que que je lui ai rendu hommage quand il était là. Alors parfois j'ai gueulé, hein, bien sûr, parce qu'il y avait des trucs pas parce bien, que ça méritait qu'on des aime fois. quelqu'un que faut pas dire quand il fait de la merde, hein, faut le dire aussi. Bien sûr. Et voilà, donc je l'évoquerai un jour, j'en parlerai un jour, mais quand je estimerai que le deuil sera fait et que je pourrai en parler avec suffisamment de recul. Ça marche. Dis-moi, chef, avant de te laisser, est-ce que tu passerais pas nous voir assez rapidement pour qu'on parle de ton prochain manga ? Oui, bon, c'est pas très classe de faire de la promo là maintenant. Là. Non, mais c'est pas très classe. C'est quand tu viens sur Paris, tu passes nous faire coucou.
Oui, à l'occasion, oui, il n'y a pas de On parle problème. d'Isekai'ra, et puis ce sera cool. Elle sera dans une meilleure ambiance. Oui, bah, j'espère bien. Oui. Voilà. En tout cas, oui, Brigitte, t'as dit Non, quelque c'était chose moi. c'est Je pense Lise, pardon. qu'en fait, il y a beaucoup de monde, enfin tout le monde a été très sidéré par la nouvelle. Et on le remarque aussi, tu sais, dans les hommages, enfin dans les tweets en tout cas, les messages qu'ont transmis les mangaka, eux-mêmes en fait étaient sidérés, ne savaient pas quoi dire, ils le disaient Bien sûr. dans leurs hommages. Donc je pense qu'on a tous été un peu dans cet état-là de pas savoir quoi dire. Et parfois, il faut juste dire merci et savoir juste être reconnaissant et pas chercher à faire de grandes phrases. Et voilà, je trouve aussi c'est beau ce qu'on fait aujourd'hui, un petit hommage où on parle un peu de sa vie et de ce qui comment il nous a impacté dans nos vies. Donc ouais, je pense que c'est suffisant, les choses simples. Ça marche. Chef, un grand merci. Pas de souci, Et puis, toujours un plaisir. Et puis à très vite et bon courage. À bientôt. Merci. Salut. Ciao. Bye bye, chef. Avant qu'on se mette entre nous, comme Chimène Badi, à parler de... Oui, c'est un running gag entre nous. Dès que je dis entre nous, tout à l'heure. avant qu'on en parle tous Tu dois le ensemble, placer une fois par heure, c'est ça? une fois par demi-heure. Ah, ok. Donc là, je vais le replacer avant la fin de l'heure. Fort moyen. On a donc une chroniqueuse qui n'est plus avec nous en plateau parce qu'elle est partie au Japon. C'est Ringo. Et donc, elle nous a prévu une petite chronique autour des personnages féminins développés par Akira Toriyama. Si vous êtes prêts, c'est bon? Eh ben, c'est parti pour Ringo. Vous n'êtes pas sans le savoir, notre papa à tous nous a quittés en ce début du mois de mars. Je parle bien évidemment de Akira Toriyama, le génie derrière Dr. Slump, Sandland, mais surtout Dragon Ball. Et pour rendre hommage à ce grand monsieur, j'avais envie de parler d'un sujet qui est souvent mis de côté, Toriyama et les femmes. Parce que oui, j'entends souvent la critique comme quoi il écrirait mal ses personnages féminins, et je suis pas d'accord. Ce qui revient souvent, c'est qu'elles ne servent qu'à être des bonbons pour les yeux et finissent femmes au foyer une fois qu'elles sont mariées. Alors, pas que, et puis... y a quoi de mal à être femme au foyer? Parlons plutôt des deux personnages féminins préférés de beaucoup de gens, Bulma et C18. Alors déjà, t'en as une qui est plus importante que 99% des personnages. Sans elle, Goku il sera encore dans sa jungle à faire du jonglage et jouer avec sa queue. Sa queue de singe, hein. Oh, vous êtes dégueulasse. Et l'autre, elle est passée d'humaine à androïde sans cœur à femme mariée ultra badass. Parce que oui, que ce soit Chichi, Bulma ou C18, c'est toujours elle qui mène la danse dans leur couple. Et ça, c'est beau. S'il vous plaît, Bulma a réussi à dresser le prince des Saiyans. Zeno could never. Ce sont des femmes fortes avec des personnalités acharnées, comme le dit si bien Toriyama lui-même. Il n'arrive pas à créer des femmes juste mignonnes et basta. Et c'est cool d'avoir ce genre de représentation, surtout de la part de Bulma, qui nous montrait dès les années 80 qu'on pouvait être une femme intelligente, belle et être l'égale des hommes. Et en plus, à un moment, elle porte une afro. Merci, madame. Et puis derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Oui, je parle de Nachi Mikami, la femme de Toriyama, qui était elle-même mangaka et qui a grandement contribué à la création de l'œuvre. Ouais, parce que c'est elle qui s'occupait de plein de décors de planches cultes du début du manga. Bravo, madame. Alors merci, Toriyama, pour ces femmes uniques et tout ce que tu auras apporté. Merci pour les rires, les larmes et la porte que tu auras ouverte à beaucoup de gens comme moi. Et bonne route sur le chemin du serpent. Ça là-bas. Oh, c'est beau. C'est très beau là. C'est rare quand Ringo est dans l'émotion et c'est rare. C'est rare et c'est vraiment rare. Donc il fallait qu'elle place jouer avec sa queue tout ça pour éviter. On est sur le service public, attention. Bah la queue de singe. Oui. Tout à fait. Exactement. Je vais commencer avec toi, Brigitte. Oui. Brigitte, toi qui nous a fait vivre Dragon Ball, puisque tu es la voix française entre autres de Goku, tu avais d'autres personnages. Et de C18. La plus belle. Je suis d'accord avec toi, mais largement. Est-ce que tu sais pourquoi c'est la plus belle? Parce que c'est la plus belle. Pourquoi? Alors, non, mais bref, parce que quand il a créé les cyborgs, qui avaient été teasés, attention, il y a une grosse menace qui arrive et tout ça, c'est C19 et C20 qui arrivent. Et là, son ancien Tanto lui dit, mais ils sont moches. Tu nous as teasé un truc de fou et ils sont moches. C'est vrai. Et c'est là où alors il dit, ok, je vais en faire des beaux. Et il a été sur le paroxysme du beau. Parce que c'est vrai qu'elle est belle. C'est 17 un beau. Les deux sont les plus parangons de beauté, presque beauté froide de l'univers de Dragon Ball. Donc voilà, bref. En convention, on voit beaucoup le couple. Ah bah, tu m'étonnes. En cosplay. Alors, c'est une question vraiment débile, mais je suis obligé un peu de te la poser, surtout aujourd'hui. Ouais, j'adore quand mais à quel point ça a changé ta vie, en fait? Bah oui, j'ai dit que c'était une question débile. On peut même répondre pour elle, tu sais. Oui, je te jure. En fait, derrière ça, c'est l'évolution du travail que Brigitte a fait. Alors oui, qui disait, chef Otaku, Dragon Ball c'est la vie? Oui, c'est ça, c'est lui qui dit ça. Il a raison. Non, c'est moi qui le dis tout le temps. Ah ouais. Mais il m'a copié. Non, mais
Oui, Toriyama, qu'est-ce que tu veux? Un jour, j'ai rencontré un petit bonhomme avec des cheveux pointus et une queue de singe, et je savais pas si c'était un petit garçon ou un singe. On m'a fait faire des essais, et à partir de ce jour-là, ma vie a changé, quoi. Ouais. Je suis passée d'une petite comédienne dans un studio de cinéma où tout était noir. Alors, pas tout de suite, hein, mais aujourd'hui, à la lumière, et puis à pouvoir faire ce que je veux dans la vie, comme je l'entends, comme je veux, et on me donne les moyens de le faire, et c'est génial. Voilà. Et grâce à lui, j'ai rencontré plein de gens. J'ai vécu beaucoup d'aventures. J'ai pu aller au Japon, rencontrer mon homologue japonaise. Pour mon plus grand bonheur, malheureusement, Toriyama n'était pas là. Et lorsqu'il est venu, malheureusement, à Angoulême, au festival, à l'époque, j'étais pas... les comédiens de doublage n'étaient pas reconnus pour ce qu'ils faisaient, et personne n'a pensé à m'inviter. Quelle honte! C'est comme ça, c'est triste, hein. Tu sais, même encore aujourd'hui, il faut encore beaucoup bosser pour dire, vous savez, en fait, les animés, ils existent aussi grâce aux voix, grâce aux comédiens. Bien sûr. Voilà, et que ce soit des comédiens japonais ou français ou autres. Ouais. Voilà, si t'as pas les voix, ça ne bouge pas et ça n'existe pas. Bien sûr. Voilà, et effectivement, il a changé ma vie, mais il a bouleversé ma vie, et aujourd'hui encore, je vis à travers lui, et c'est vrai que sa perte m'a beaucoup affectée, alors que c'est quelqu'un que je ne connais pas, et jamais j'aurais imaginé dans ma vie pouvoir être aussi bouleversée que ça, d'autant plus que lorsque je l'ai su, j'étais pas chez moi, et tous les gens autour de moi étaient bouleversés pour moi. Et tous les messages que j'ai reçus, tu peux pas imaginer, quoi. Ah bah j'imagine que ton téléphone a dû sonner alors, parce que t'es associé à vie forcément à Dragon Ball. Est-ce qu'il y a, je sais que c'est dur aussi comme question, mais est-ce qu'il y a une scène marquante où la scène qui t'a le plus marqué à doubler? Je sais pas si c'est correctement français. Je demanderai à Clément tout à l'heure. Je pense que c'est Piccolo quand il s'est sacrifié pour moi. Enfin, pour moi. Parce que tu fais Gohan aussi petit. Oui, c'est ça. Je veux dire pour toi. Voilà, petit Gohan. Parce qu'il y a une attaque, c'est l'attaque de Nappa donc, qui va sur Gohan, et Piccolo se met devant et le protège. Voilà. Et pour ceux qui n'ont pas l'arrêt, c'est-à-dire que Piccolo protège le fils de l'homme qui a tué son père. Exactement. C'est ça. C'est beau, hein? Ah bah oui. C'est de la philosophie. Ah oui, exactement. Et c'est ça, Dragon Ball, c'est de la philosophie. Benoît. Oui. Donc c'est chez Glénat, Dragon Ball. Oui. Absolument. Le manga, pas l'animé. Le manga, pas l'animé, mais là on va rester sur le manga. Vous êtes les premiers à l'avoir publié. C'était l'édition Pastel. Tout à l'heure, le chef en parlait. Vous l'avez publié à partir du moment où vous l'avez vu à Club Dorothée, ou alors vous aviez envoyé un émissaire au Japon qui a dit ça c'est un hit, faut le ramener. Alors, déjà, il faut savoir que donc, la version française de Dragon Ball est sortie en 1993. Ouais. En 1993, moi, j'étais encore au lycée. Déjà, voilà. Donc c'était pas toi. Donc c'était pas moi. Déjà, premier point. Voilà. Tu sais que j'ai failli revenir, moi, avec justement la licence Dragon Ball dans les mains. Parce qu'en fait, quand je suis allée au Japon rencontrer mon homologue, il me disait, j'ai découvert qu'il existait des trucs qui s'appelaient des mangas. Ils m'ont emmené partout dans les librairies et tout ça. J'ai été... t'imagines le choc que c'est de savoir déjà que ce que tu fais existait déjà sur du papier. Puis pour nous, c'était des illustrés. Toi, on n'avait pas le mot manga ni rien. Ouais. Presque des albums de coloriage. Voilà. Et en fait, les Japonais, quand ils ont vu ma réaction à toute leur culture, ils m'ont projeté le tombeau des Lucioles que pour moi dans un cinéma. Je sais pas si tu vois la chance que j'ai eue. On fait une petite parenthèse. Oui. Est-ce que tu as pleuré? Ouais, évidemment. Qui n'a pas de toute façon, pleuré, je pleure quand il y a un petit chat qui traverse la rue. Alors quand c'est une fille, c'était pas le bon film. Voilà, et du coup, ces Japonais m'avaient dit, si tu veux, tu prends la licence et tu vas vendre le manga en français. Je leur ai dit, c'est pas mon métier. En fait, moi, je suis comédienne. T'étais à ça de doubler en réel Balthazar Picsou. Non, mais réellement, il faut aussi savoir connaître sa place, quoi. Et ma place, j'aurais été malheureuse d'être éditrice parce que c'est pas mon... C'est pas ma vie. Il y a beaucoup moins de voix dans les versions papier. C'est ça. Mais j'adore prendre les versions papier. D'ailleurs, je l'ai proposé à Glénat 1000 fois de pouvoir
lire, jouer le manga. Ah oui? Mais oui, j'adorerais faire ça, mais je peux pas. Bah alors attends, on peut. T'as une Mais question laisse parler Alors attends. Benoît aussi. Comment le faire sur scène, c'est-à-dire? Oui, bah en fait, on peut pas. C'est pas possible pour l'instant parce que c'est une question de droit et personne ne peut. Il y a une question très simple, c'est qu'en fait, au Japon, lorsqu'on négocie des droits, on les négocie par rapport à une forme. Et on a, on va dire, les droits du manga papier d'un côté et les droits de l'animé de l'autre. Ouais. Et donc, même si pour la totalité des lecteurs et des fans de Dragon Ball, ça reste un seul et même univers, d'un point de vue juridique, en termes d'entreprise, de cession de droits, on est sur deux modèles différents. Et effectivement, Brigitte est la doubleuse de l'animé. Nous sommes l'éditeur du manga papier. Et donc, à la base, ce sont deux univers qui sont, je dirais, parallèles, qui travaillent conjointement. Il suffit de voir, par exemple, que quand tu as eu un film Dragon Ball Super, on a aussi sorti les animés comics, donc il y a vraiment des passerelles qui se font. Mais de plus en plus, c'est tant mieux. De plus en plus, mais c'est tout un tas de, je dirais, de complexité. Je vais prendre un exemple tout simple. Les animés comics Dragon Ball Z, le tournoi de l'au-delà. Oui. Donc, qui est pas un arc scénaristique le plus important. Pour qu'on puisse éditer la version française d'un tome qui existait au Japon, il a fallu une quarantaine de signatures d'ayants droit japonais entre eux pour qu'on puisse ensuite l'avoir. Ouais, tu vois, c'est compliqué. Ah ouais. Donc, prendre un manga et le lire, c'est impossible. Mais, enfin, je persévère dans cette question, en fait. Ça serait pour faire une scène de théâtre ou faire de la lecture ou cette année, à Japan Expo, justement, j'ai eu la chance d'avoir les droits d'un smartphone coréen. Et du coup, j'ai montré ce que ça pouvait donner si on le faisait. J'étais avec 4 comédiens et un musicien en scène qui jouait directement la musique et qui jouait avec nous et qui faisait les bruitages. On faisait aussi les bruitages avec la bouche et tout. Incroyable. Et on a joué les personnages du smartphone. Je veux le voir. Mais je veux voir. Et c'était projeté Oui, c'était projeté sur un écran de 14 mètres sur 5 et nous, on était sur scène. C'était magnifique. Japan nous a donné les moyens réels de le faire et Picoma aussi pour les nommer, les remercier. Mais voilà, et j'aurais adoré effectivement faire ça avec Léna qui a tous les Toriyama. Mais pour l'instant, ça n'a jamais été possible. Du coup, on va peut-être revenir sur Glénat. 93, l'obtention des droits, tu n'étais pas encore là. Donc comment est-ce que les droits ont été obtenus? Alors, en fait, les droits, il faut savoir qu'à cette époque, on se situe en 93, Internet, on va dire, n'existait que depuis 2 semaines. On était encore à l'époque. non, mais remettons les choses en perspective. À l'époque, il y avait des fax. Voilà, il y avait des fax, il y avait le Minitel, des choses que maintenant personne ne connaît. Donc voilà. Et donc la question qui s'était posée, donc on avait déjà publié donc une autre série qui était du coup Akira. Et la question qui se posait, c'était justement de développer le catalogue manga. Et dans le cadre du catalogue manga, forcément, il y avait un certain nombre de licences qui étaient connues. Dragon Ball était bien évidemment une des licences les plus connues au Japon. Et il s'est avéré, donc comme on avait donc contractualisé avec Kodansha pour Akira, ensuite on s'est tourné vers Shueisha, l'éditeur de Dragon Ball, pour contractualiser. Et lorsqu'on a contractualisé ce titre, ensuite s'est posé la question de la forme à donner à cet ouvrage. C'est-à-dire que Akira, la première fois, était en grand format, cartonné, couleur, parce qu'on voulait se rapprocher de la bande dessinée. Ouais. Avec Dragon Ball, donc cette fameuse édition pastel, on s'est dit non, on vise pas du tout le même type de lectorat. On est sur un lectorat qui est extrêmement friand, extrêmement gourmand. Donc on va essayer de garder cette version proche de la version japonaise. Donc c'est pour ça qu'on est dans une version poche. Mais à l'époque, déjà, le sens de lecture japonais était pour ainsi dire absolument pas envisageable puisque personne ne lisait en sens de lecture japonais. Et ensuite, il faut aussi resituer qu'à l'époque, les ouvrages avec jaquette étaient réservés aux beaux livres, ce qu'on appelle les coffee table books, des ouvrages qui, alors à l'époque c'était en francs, donc ça coûtait 200-300 francs. Et donc l'idée de sortir des ouvrages pas cher avec jaquette, en fait, c'était du point de vue du lectorat francophone, c'était simplement une hérésie. Ouais. Donc, la forme qui a été proposée, c'était donc un sens de lecture français avec des couvertures à rabat, un nouveau design qui était différent de la version japonaise. Là, comme je n'étais pas là, je ne sais pas pour quelle raison. Et en fait, pour la sortie de ce tome de Dragon Ball, on a bénéficié en fait d'une conjonction astrale totalement inopinée. C'est qu'en fait, Dragon Ball est sorti au moment où l'animé n'était plus diffusé à la télé. Ce qui veut dire que, comme l'animé n'était plus diffusé à la télé, les personnes qui avaient, grandi, qui avaient profité de Dragon Ball, etc., on va dire se retrouvaient privées de cet univers audiovisuel et, en allant juste en librairie, retrouver cet univers. Et en parallèle,
J'allais dire, je peux me permettre juste un petit truc, c'est en plus de ça, c'est-à-dire qu'il y avait la sortie du jeu vidéo, la Légende Saiyan, et en fait, moi, c'est là où j'ai eu le premier tome pastel, c'est que quand on achetait le jeu La Légende Saiyan, il y avait le premier tome du manga. Ouais. Oui, il y avait aussi effectivement il y avait des partenariats comme ça. Même Dragon Ball, les premiers tomes sont également sortis en presse avec donc des demi-volumes, je sais plus si c'était tous les mois ou tous les 15 jours, parce que l'idée était aussi de proposer Dragon Ball à un lectorat, donc d'aller le proposer là où se trouvait le lectorat. Et on savait qu'une série comme ça, en fait, il y avait une grande partie du lectorat qui finalement ne fréquentait pas forcément des librairies, mais par contre allait en presse pour la bonne et simple raison que à l'époque, les parents allaient acheter leur programme télé, puisque à l'époque le programme télé existait encore en version papier. Et donc Dragon Ball s'est développé comme ça. Donc il y a eu cette première édition. Et en réalité, Dragon Ball a marché bien évidemment d'une part parce que ce lectorat était en attente en attente vu qu'il avait été privé de l'animé, et c'est surtout qu'à l'époque en fait on n'avait pas de lecture BD pour adolescents. On avait, je dirais, pour les plus jeunes, de la bande dessinée traditionnelle cartonnée. On avait, pour les adultes, de la bande dessinée style, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais style roman graphique. Et si on cherchait la littérature adolescent, en termes de bande dessinée, on avait les comics, mais il fallait accrocher aux super-héros. Et là, le manga arrive, donc Dragon Ball, avec un petit format, un rythme de parution qui est important, puisque c'est tous les mois, tous les 2 mois, un prix de vente qui est très abordable, puisqu'à l'époque, c'était moins de 25 francs. Donc à peu près 3,50 €. Et je suis obligé de faire la conversion de tête. Oui, non mais c'est vrai que c'est fou. Et en fait, une des premières remarques, c'était en mode ah ouais mais c'est pas en couleur, du coup ça va pas plaire. Sauf qu'en fait on s'est rendu compte que le lectorat adolescent, ce qu'il voulait, il voulait pas forcément de la couleur, il voulait surtout des histoires. Et donc Dragon Ball a ouvert la voie avec le succès que l'on sait. Alors, il y a eu beaucoup de soucis, on va dire, par la suite avec l'édition Pastel. Apparemment, au niveau de la traduction, la Shueisha n'était pas OK avec cette traduction, c'est ça ? Alors là, pareil, j'ai pas toutes les clés. Ce qui est sûr, c'est que donc il y a eu différentes éditions, et lorsque justement on a voulu travailler sur l'édition donc en sens de lecture japonais, on s'est dit que dans la mesure où justement on avait déjà cette fois-ci un passif, puisqu'on connaissait la totalité de la série, les 42 volumes, on n'était pas en mode je sais pas ce qui va se passer la prochaine fois, donc ça se trouve je traduis un truc et puis peut-être que c'est pas ça. On s'est dit en sortant la version en sens de lecture japonais qu'on allait justement faire un nouveau passage dessus, donc avec une nouvelle traduction pour véritablement être plus conforme, parce que là encore les attentes du lectorat n'étaient pas non plus les mêmes. Justement, témoignage de lecteur de l'époque qui a lu toutes les versions. Donc moi j'avais pas compris dans la première version, notamment une blague quand Krillin voit Bulma qui débarque chez Tortugnalle et qui lui dit ton prénom c'est culotte. Cette blague, elle était totalement tombée à l'eau. Et dans la retraduction, là, on m'explique que Bulma, en fait, est dérivée de bloomer, donc les surslips, donc les shorts moulants que portent les filles à l'école. Et c'est là où, après, on commence à comprendre qu'il y a un champ lexical pour chaque catégorie de personnages chez Toriyama. Donc, gros spoiler alerte pour Trunks, soit dit au passage. C'est le calbar. Et donc, on aurait pu comprendre l'origine story. Et ça, c'est incroyable. Et c'est cette deuxième traduction qui amène les notes, qui légitime, qui explique, qui nous permet d'apprécier l'œuvre à nouveau et d'une manière enrichie. En dehors d'une meilleure justesse ou non, ça, je pouvais pas le juger, c'est toujours pas ma place de juger ça, mais sur la compréhension et d'un point de vue purement lecteur, elle a enrichi l'œuvre. Oui, certainement. Mais tu sais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à cette époque-là, personne ne savait placer le Japon sur une carte de géographie. Personne ne parlait japonais. Il y avait 3 mecs qui avaient fait l'INALCO en France et qui parlaient plutôt chinois que japonais d'ailleurs, parce qu'il y avait plus de monde. Non mais vraiment, c'était pas à la mode. Et la culture n'était absolument pas connue. Ce qui fait que nous, et je pense Glénat en a fait aussi... a eu les mêmes choses, c'est que on recevait les textes, mais c'était des mauvaises traductions anglaises du japonais, parce que les Japonais parlent pas non plus ni anglais ni français. Donc eux, ils ont essayé de nous aider en nous faisant des super trad, mais c'était pas génial. Et puis après, tu avais ici des gens qui avaient fait du japonais, qui prenaient le truc japonais et qui essayaient avec l'anglais plus le japonais, de retraduire en français. Et des fois, ça donnait des choses curieuses. Et aussi, il y a une autre raison aussi pour laquelle tu dis Bulma, machin et tout, c'est que ça s'adressait à des enfants. Et pas au Japon.
Oui. Et du coup, tu pouvais pas dire, tiens, il y a Tortue Géniale qui est en train de sniffer des petites culottes. Donc nous, on avait dit, tiens, voilà, tu vois, tiens, il est collectionneur de maillots de bain. Oui, Oui, et également. Et parce que t'es responsable quand t'es comédien ou quand tu défends quelque chose, tu dis, attends, c'est pour des enfants de 8 ans, on va pas lui raconter l'histoire des pervers quand même. Et je pense qu'il s'est passé la même chose aussi pour les traducteurs à l'époque. De chez Glénat qui, eux, aussi découvraient cette œuvre de la même façon que nous, on l'a découverte. Je pense qu'il y avait de ça, et puis il y avait effectivement le fait que quand l'animé est arrivé en France, on avait ce présupposé dessin animé égal enfant. Et alors que Dragon Ball s'adressait clairement pas aux enfants, comme tu le dis. Ce qui a permis par la suite, justement, comme disait Valentin, dans le cadre des nouvelles éditions, de proposer les notes explicatives. Et en fait, ces notes explicatives, on considère désormais qu'elles font réellement partie de la totalité de l'ouvrage, non pas simplement d'un point de vue scientifique en disant c'est bon, j'ai appris des trucs, etc., mais parce que on est sur un univers qui est tellement foisonnant, tellement riche, tellement bourré de clins d'œil que ça permet justement d'expliquer des choses. Mais dans le même temps, il y a des éléments qu'on peut, je dirais, supputer, mais qu'on ne peut pas non plus, on va dire, indiquer de manière pleine et entière parce que ça n'a jamais été officiellement dit au Japon. D'accord. Donc en fait, ce qu'on met justement doit être sourcé par rapport à la version japonaise, et c'est pour ça que des fois on a bien évidemment pas des a priori, mais des intuitions, mais on ne peut pas dire ça vient de ça, parce que effectivement pour nous pour la traductrice en l'occurrence le terme est transparent, mais il n'y a pas eu de texte à l'époque ou de communication de la part de Toriyama, de son éditeur ou quoi, pour dire on vient de telle source, et donc on prend ça. Donc on a toujours cette espèce de jeu d'équilibre où on explique ce qu'on peut, tout en je dirais n'allant pas non plus au-delà, parce que le but c'est pas non plus de faire un tome avec que des notes de traduction et pas de page de manga. Nice. Alors moi je voulais revenir sur la censure, parce qu'à l'époque forcément il y a eu beaucoup de censure. Aujourd'hui, faut le dire, dans les dessins animés, etc., pour les enfants en tout cas, il y en a beaucoup moins. Enfin, je trouve qu'aujourd'hui on est un peu plus libéré à ce niveau-là. Est-ce qu'aujourd'hui un animé ou même un manga non censuré, Dragon Ball, ça serait accessible, vous le donneriez à des enfants? Alors déjà, enfant, ça couvre une tranche d'âge assez importante. Ce qu'on sait, c'est que là, j'étais très surpris, par exemple, la semaine dernière, je participais à une émission de télé où il y avait des enfants qui appelaient, et ils avaient 7 ans, je crois, si je me rappelle bien, entre 7 ou 8 ans, et ils lisaient Dragon Ball, donc c'est leurs parents qui leur avaient fait découvrir, et du coup, ils le lisaient sans problème, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que en tant qu'adulte, on a tendance à projeter sur les enfants la grille d'évaluation que nous avons, nous, par rapport à notre passif. Oui. Et les enfants, en fait, il y a des éléments qui leur passent totalement au-dessus de la tête, soit parce qu'ils n'ont pas la maturité pour la comprendre, soit parce qu'ils sont, au contraire, ils ont la maturité et ils savent que ça ne les concerne pas. Après, je pense qu'un manga comme Dragon Ball qu'on proposerait maintenant, on ne dirait pas on va le proposer à des plus jeunes, on va le proposer à des plus âgés, simplement que en termes de communication vis-à-vis du public, on indiquera très clairement que c'est plutôt pour un lectorat à partir de 10-12 ans que pour un lectorat à partir de 8 ans. Valentin. C'est ton bien, j'avais 8 ans quand Dragon Ball est sorti en dessin animé, parce que nous à cette époque, c'était vraiment les dessins animés qui nous amenaient tout cet univers. Manga, et clairement, quand il y avait les paf paf, pour moi c'était juste t'es idiot, c'est une fille, et même à lecture c'est une fille, elle a les cheveux longs. Juste pour ceux qui n'ont pas lu, le paf paf, c'est normalement quand il touche la poitrine sur le côté des filles. Non, là c'est quand Goku veut savoir si c'est une fille. Ok, je pensais que tu parlais de Tortue Géniale. Il tape l'entrejambe pour savoir s'il y a une bosse, s'il y a des attributs masculins ou pas, parce que c'est le seul moyen. Parce que mon grand-père m'a dit que non, c'était une fille. Voilà, donc voilà, déjà la notion de genre a changé depuis, mais là en l'occurrence c'était ça. Et moi, ma lecture de gamin de 8 ans, c'était non mais c'est évident que c'est une fille, elle ressemble à une fille, et ça allait pas plus loin. T'étais dans l'innocence de Goku. Il n'y avait aucune connotation possible et imaginable en fait. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ce personnage a tellement marqué, c'est que ce personnage vous ressemblait. Exactement. Il était comme vous, il faisait les mêmes découvertes, et il a découvert effectivement que les filles avaient des cheveux longs. Ouais, c'est vrai. Simple que ça. Faut savoir qu'à un moment donné, sur le nuage magique, il le fait à Krillin.
Oui, mais pour voir si c'est un garçon ou une fille. Ouais. Bah oui. Du coup, tu fais quoi La curiosité des enfants. Mais qu'est-ce que tu fais? Il teste comme tous les enfants. C'est ça, c'est des expériences. Du coup, c'est l'une de vos licences phares, parce que faut rappeler aussi que vous avez One Piece qui est aussi extraordinaire. C'est génial, ouais, c'est dingue. À quel point ça a changé Glénat, l'arrivée de Dragon Ball? Alors Glénat, à l'arrivée de Dragon Ball, a changé énormément de choses. C'est-à-dire que avant l'arrivée de Dragon Ball, je dirais le manga était plutôt confidentiel, à la fois au sein du catalogue et au sein de la production éditoriale globale par rapport à tous les éditeurs. Et avec l'arrivée de Dragon Ball, la plupart des lecteurs, des lectrices et même des autres éditeurs se sont rendus compte que oui, il existait un autre type de littérature qu'on pouvait proposer. Et donc, je dirais, il a commencé à avoir un certain nombre d'éditeurs. Bien évidemment, les premiers mangas qui sont arrivés en librairie étaient, comme on n'avait pas non plus une connaissance extraordinaire de ce qui se passait au Japon, était plutôt dérivé de séries télé qui avaient été diffusées. C'était, on va dire, une sorte de, je dirais, pas forcément un sésame, mais forcément, quand vous avez Dragon Ball qui vient de l'animé, après on a sorti Sailor Moon puisqu'il y avait l'animé, etc. Donc c'était, on va dire, une sorte de, je dirais, de cheminement logique. Et ensuite, donc ça a ouvert la voie. Donc ça a ouvert la voie de deux manières. Dans un premier temps, à un lectorat qui, je disais, a pu découvrir tout cela, et dans un deuxième temps, à l'inverse, à des médias qui, eux, se demandaient un peu par quel bout prendre ce nouveau type de littérature, etc. Et une fois qu'on a eu justement cette sorte de confrontation entre d'un côté les médias qui ne savaient pas s'il fallait dire du bien, dire du mal, etc., et de l'autre côté le lectorat qui se l'appropriait, au fur et à mesure, les publications ont évolué, et je dirais, ce qui jusqu'à présent était simplement je vais prendre une série qui marche, on va regarder ce qui existe comme autre série dans les magazines qui ont publié Dragon Ball. Oh, surprise, One Piece était dans le magazine de Dragon Ball. Voilà. Et après, ensuite, bien évidemment, le lectorat a évolué, il a grandi, il a mûri, ses attentes ont été diversifiées, et donc on est parti, on va dire, à la base d'une production qui était au départ principalement shonen, essentiellement shonen, donc plutôt manga d'action à destination des garçons. Ouais. Je mets beaucoup de guillemets maintenant sur le terme de shonen parce qu'il faut savoir que, je dirais, ça reste des grandes catégories, mais qui dit catégorie dit qu'elles sont là en fait aussi pour être explosées. Tout est ouvert maintenant. Voilà. Donc, mais à l'époque, il fallait forcément des grilles, et puis donc après le shonen, il y a eu le shoujo, puis avec le développement, forcément le lectorat devenant adulte voulait des histoires un petit peu plus poussées, donc le seinen. Donc en fait, à quel point Dragon Ball a changé, si Dragon Ball n'avait pas rencontré le succès qu'il a rencontré lorsqu'il est arrivé, certes, il y aurait toujours eu un autre manga qui aurait pu prendre le relais, mais pas du tout dans ces proportions-là. Ouais. J'ai envie de faire un petit parallèle, mais je vais le faire après, du coup. Oui, Valentin. Je veux juste rebondir très rapidement. On en profite pour rappeler le contexte. Donc Benoît disait on n'avait plus les dessins animés, on n'avait plus le Club Dorothée parce que l'émission avait été détruite parce qu'il y avait une peur d'invasion de japoniaiserie. C'était porté. Il y avait un contexte social qui était. C'est pas que elle, c'était particulièrement TF1 qu'elle visait. C'était pas l'émission Club Dorothée. C'était un dommage collatéral. Elle voulait vraiment se payer Bouygues pour se faire une réputation. Ça fait beaucoup de mal, quand même. Complètement, mais je dis pas ça pour la défendre, j'en ai rien à foutre. Disclaimer. C'est juste pour la véracité des faits, quoi. C'est pas la seule. Voilà. Et vraiment, on était tellement méprisés qu'on est juste un dommage collatéral. C'était plutôt ça. Et donc, Dragon Ball, le manga arrive à ce moment-là, mais si c'était pas Dragon Ball, un autre manga qui n'aurait pas eu la défense des fans autour de ça se serait fait torpiller. Donc en fait, il n'y aurait peut-être même pas eu un autre manga qui aurait pu s'imposer, où ça aurait mis des années de plus. Je veux dire, le marché du manga français serait au niveau du marché du manga de la Pologne ou de l'Allemagne. Ouais. Je dis pas ça pour dire le mal, c'est juste qu'il serait de proportion, un peu plus en retard, quoi. Je suis sûr de ça. J'ai envie de lancer Soso sur un truc. Soso, tout à l'heure, tu nous as dit que tu as découvert Dragon Ball un peu plus tard que nous. Toi, ton manga préféré, c'est Naruto. Maintenant que tu as vu les deux, à quel point tu as vu l'influence de Dragon Ball dans Naruto ? En fait, quand j'ai regardé Dragon Ball, déjà j'ai capté qu'il y avait, en fait, il y a beaucoup aussi de reconnaissance dans leur façon de faire, et ça va pas forcément être toujours dans l'écriture ou quoi que ce soit, mais ça va commencer par exemple avec le fait que Naruto soit en orange et Sasuke soit en bleu, et qui est en plus au niveau, on sent que donc les couleurs de Goku, les couleurs de Goku et en bleu pour Vegeta. Et en fait, je pense que Dragon Ball, au-delà de donner des influences au mangaka, il a instauré un espèce de starter pack pour ceux d'après. C'est-à-dire qu'on sait qu'Ishimoto aussi a été énormément influencé par
par Yu Yu Hakusho, c'est un gros fan de Togashi aussi. Ouais. Mais je pense que, vu qu'il était au Shonen Jump aussi, et que c'était un fan de Dragon Ball, en fait, il y a des trucs qui ont été mis en place parce que ça marche, parce que ça plaît. Et ce côté rivalité avec justement en face le mec un peu sombre qui va sombrer. C'est un shonen neketsu, donc il fallait un Naruto, donc un Goku qui est assez, voilà, un peu crédule, gentil, vraiment dans le fond, et qui va chercher à sauver celui qui est en face, qui est dans l'ombre. Et c'est ce qui se passe aussi avec Goku et Vegeta, tu vois. Il l'épargne jusqu'au bout, il va essayer de le raisonner, il lui dit t'inquiète pas, on aura toujours notre combat. Et ce combat, il le repousse souvent et il se finit jamais, histoire que il y ait pas de mort entre eux et que ce soit toujours une espèce de rivalité mais qui devienne saine. Et je trouve ça assez ouf que dans Naruto c'est exactement la même chose entre Naruto et Sasuke jusqu'au bout. Il repousse ce combat, et même pour ce combat justement, on le sait à la fin, il est prêt à se sacrifier pour lui parce que il voit en lui une rédemption et Dragon Ball c'est un peu du côté de Vegeta le personnage de la rédemption à fond quoi. Et je le retrouve dans Naruto et il y a plein de petites choses comme ça qui font que après forcément on le sait, One Piece est un peu vraiment un gros enfant de Dragon Ball pour le coup. Oda l'a dit, le fils c'est vraiment Goku 100%. Et puis même dans l'évolution, l'humour énorme dans One Piece est vraiment plus proche de Dragon Ball que Naruto, mais voilà, ça fait partie des bases. Et du coup quand j'ai vu tous ces clins d'œil alors que je connaissais déjà Naruto, j'étais en mode ah oui, ok. Et en fait je comprenais encore mieux les bases qui ont été prises, et je comprends comment il les a transformées, les a modifiées, et ça va jusqu'à aujourd'hui Jujutsu Kaisen. Littéralement Yuji c'est un peu un enfant de Goku aussi, je trouve, dans le côté tu sais, ce côté très fort, même s'il y a vraiment une grosse évolution et que c'est pas du tout un copier-coller, mais tu vois c'est ce côté un peu je m'en fous, j'y vais, tu vois. Et ça c'est vrai. Je dis pas du tout que c'est exactement la même chose, mais il y a un côté Shonen Jump avec un héros principal qui va être buté, qui va y aller et qui va foncer malgré tout. Et même c'est parce que la notion du bien, il l'a pas apprise, on dirait qu'elle est en lui. C'est vrai. Et Yuji c'est pareil, Asta c'est pareil, Deku c'est pareil, Naruto c'est pareil, Luffy c'est pareil, Ichigo c'est pareil. En fait c'est tous les enfants de Dragon Ball, et cet héritage de justement cette construction de manga, je trouve qu'on a encore jusqu'à aujourd'hui et qui perdure parce que ça plaît et que ça impacte tout le monde en fait. Nice, t'avais des questions? Mais alors, déjà, je voulais juste rajouter que vraiment, il y a, avec Kishimoto et Oda, il y a vraiment un truc décomplexé de s'inspirer, tu vois, d'un autre mangaka, d'avoir vraiment un sensei. Ça, j'adore, en fait, que dans l'art, on soit décomplexé de s'inspirer de grands maîtres, etc. C'est génial, c'est très inspirant. J'avais 2 questions du chat, donc je voulais même les poser. Pose-les. Donc, la première question, c'est cette année, vous sortez une réédition du dictionnaire. Est-ce qu'en 2025, c'est pour toi. Vous comptez... Je crois que c'est pour Brigitte la question. Vous comptez ressortir... Il n'y a pas de problème, je vais répondre. Toi, il y en a une aussi pour toi. Vous comptez ressortir le grand livre Dragon Ball. Tu réponds pour moi. L'artbook incluant l'artbook des 30 ans. Alors, cette année, ce qu'on sort en fin d'année, c'est le super livre numéro 4, qui est effectivement une reprise du dictionnaire de Dragon Ball avec d'autres pages inédites. Je montre le 1 là. Voilà, donc ça c'est effectivement au J'en signe programme. beaucoup. Hein. Voilà. Ah bah tu m'étonnes. Elle en signe beaucoup en disant c'est pas l'animé. Ah non, mais voilà. Tu peux pas t'imaginer. Je devrais être rémunérée par Glénat d'ailleurs. Il faudra qu'on voit ça. Il faudra en parler après l'émission. Donc ça effectivement c'est prévu. Après pour cette année, pour l'année 2024, je dirais en termes de publication de Dragon Ball, on a le super livre, on a Dragon Ball Super qui se poursuit et la full color. Les autres ouvrages pour l'instant ne sont pas prévus pour cette année parce que on fait attention à ce que autour de Dragon Ball on ne sorte pas trop de titres en même temps, parce que ce qui est important c'est que les lecteurs et lectrices puissent avoir les séries qu'ils souhaitent lire, mais sans forcément être obligés de se dire non il y en a trop, je ne peux pas. Ouais. Et donc après pour les années à venir, bien évidemment toutes les portes sont ouvertes. Ah bah merci beaucoup. Mais je vais vous poser aussi une question, Brigitte. Alors, c'est une question très difficile. Quelle est une valeur que vous retiendrez de Dragon Ball ? Ah ouais, c'est horrible. La bouffe. La longueur. C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure, c'est vrai. Je sais pas, l'amitié. Hein. L'amitié, ouais, je suis d'accord. La solidarité. Ah, merci beaucoup. Mais sans l'amitié, on n'a pas de super-héros. Hein. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. La fédérée comme ça. Ouais. Bien sûr. Et puis, ce qui est génial, c'est qu'à travers son œuvre, Toriyama a construit ça. C'est-à-dire que
quand regarde, on est là tous, on se connaît tous grâce à cette œuvre, et ça a créé beaucoup d'amitié. Et quand je suis en convention, c'est ça. Des fois, les gens ils font 3 à 4 heures de queue, et je dis c'est horrible et tout ça. Et les gens en fait, mais non, t'inquiète pas, je me suis fait des potes dans la. Et j'ai fait même des mariages dans ma file d'attente. Attends, juste, il faut que tu nous expliques ça. Il y a des gens qui sont connus dans ma file d'attente en attendant que je signe un magnifique livre de chez Glénat. Donc c'est grâce à vous deux qu'il y a eu un mariage. C'est tout à fait. C'est l'effet papillon. Valentin. Ouais, je voulais rebondir un tout petit peu avant sur les valeurs dans le jump. En fait, donc comme Benoît lui disait, c'est un shonen, donc on est sur des magazines de prépublication qui sont marketés, qui ont des cibles de lectorat. Et en fait, Dragon Ball a ancré certaines de ces valeurs qui étaient tout un peu disséminées, certaines qui n'existaient pas, dans différentes œuvres. On parle par exemple l'effet tournoi. Depuis Dragon Ball, il y avait Muscleman qui lançait aussi un tournoi à peu près en même temps. Qui était en slip. Oui, et qui a été censuré plus vite parce que voilà, il y avait certains signes qu'on voulait pas trop voir en Europe. Mais aujourd'hui, sans le succès de Dragon Ball au Japon et avant même qu'il soit planétaire, on aurait des dogmes qui seraient peut-être moins imposés. C'en est presque devenu un syndrome, un moule à respecter. C'est-à-dire, il faut une équipe au départ de 5 personnes, telle caractéristique, donc l'antagoniste taciturne, le un peu toc, celui qui est plus proche de l'humain, c'est-à-dire qui va progresser, mais sur lequel on pourra se projeter en disant non, c'est pas too much, qui va être moins fort que les autres. Ça, c'est Krillin. Voilà, on a toutes ces... Il fait des efforts. C'est l'humain le plus fort à la fin. Mais c'est un humain. Et donc on s'identifie plus facilement à la fin à Krillin, d'autant plus que comme il est avec ses 18, on est plus content de c'est vrai. Mais là-dessus c'est lui qui a gagné. 100%. Écoute, vu que je te vois partir là comme ça sur Dragon Ball, mon cher Val, peut-être que tu nous as préparé un truc spécial dessus. Oui, voilà. Alors moi, j'ai changé ma chronique aujourd'hui parce que je vais pas vous parler des chiffres. Vous les connaissez, ceux de Dragon Ball. Benoît va les lâcher. Et pour se la péter un peu. 3-14, je sais pas. et tout ce qu'il faut. Non, aujourd'hui, je vais vous raconter moi et Toriyama. Donc oui, alors désolé, chef. Moi, j'ai fait beaucoup de moi sur celle-là. J'adore. Je vais essayer de la faire comme ça, et on va voir comment ça se passe. Si je pleure, on recommence. D'accord. Le mercredi 2 mars 88, j'ai 8 ans. Je prends mon bol de céréales et j'allume la télé, bien prêt à regarder Dorothée Matin pour y voir les gobos. J'aimais ses hologrammes et surtout Jace qui affronte les terribles monstres plantes. Mais ce n'était pas un matin comme un autre. Ouais. Goku, Son Goku, ce petit bonhomme un peu neuneux à la force bestiale, et Bulma, l'ado qui va ringardiser tous les savants de mes livres d'histoire, déboule dans ma vie. Très vite rejoint par une ribambelle de personnages aussi loufoques qu'attachants. Quelques mois plus tard, un génie au grand cœur qui s'est donné bien du mal fait rentrer dans ma vie, le petit robot Aral. J'en ai pas encore conscience, mais la plume d'Akira Toriyama a teinté mon âme. Je rêve d'avoir un nuage magique et un bâton extensible. J'ai bien évidemment déjà tenté avec mes amis de réaliser des Kamehameha, des Mafuba, des Makenpo Senpo, et je cours les bras tendus comme Arale à m'en écorcher les genoux. Dans mon cœur, les Dragon Ball ont remplacé les étoiles filantes. Tiens, Goku a grandi, il a eu un fils, Gohan. Qu'est-ce qu'il est mignon. Le temps n'est donc pas figé dans une fiction pour enfants. Après Tenshinhan, voici Piccolo qui devient lui aussi gentil. Je commence à comprendre les notions de pardon et de rédemption. À la récré, on est soit guerrier de l'espace, soit chevalier du zodiaque, parfois les deux en même temps. Je frissonne de joie quand Goku, grâce à son Kaioken, vient à bout du prince des Saiyans. Je vis et je respire Namek, tant le destin de cette planète me semble lié au mien. Freezer a détrôné Vegeta en antagoniste préféré. Le mercredi après-midi est sanctifié, impossible dorénavant de rater le club Dorothée. J'ai 12 ans. Plus rien ne sera jamais comme avant. Son Goku est devenu un super guerrier. Son Goku est devenu un super guerrier. Que ces mots semblent anodins 30 ans plus tard. Internet n'existait pas alors. Et c'est un raz-de-marée qu'on ne mesure qu'à l'échelle de la cour de récré. Rien que d'y penser, j'en frissonne encore. Mon pote Nourdine me passe une cassette audio qui contient des OST japonaises de Dragon Ball. Je n'en reviens pas. Tant de beauté, un nouveau monde s'ouvre à moi. Contrairement à Ulysse, je ne résiste pas aux sirènes. La musique de mon destin est en route. J'ai 14 ans. Trunks vient d'apparaître à la télévision. J'en perds mes mots. Akira Toriyama ne s'est pas contenté de magnifier John Connor et de parodier Terminator. Il a prouvé qu'on pouvait mélanger la fantaisie, le fantastique et la SF sans être indigeste. Grâce aux jeux vidéo, plus besoin de faire gonfler les veines sur nos crânes pour essayer de devenir un super guerrier. Il nous suffit de mettre Super Budokan sur la Super NES et la faire jouer. Je découvre la version manga. J'y trouve, malgré l'absence de musique, de couleurs ou de mouvement, une grâce et une harmonie qui me touchent sincèrement.
L'arc-en-ciel touche à sa fin, on se rend compte que Vegeta n'est pas si détestable finalement. Son final flash nous fait rêver pendant des semaines, il a même détrôné pendant un moment le Kamehameha. Enfin, jusqu'à avril 94. Gohan, le plus puissant de tous, et pourtant le moins belliqueux, laisse enfin éclater sa colère. Il devient un super guerrier. Oui, à l'époque, on appelait ça comme ça. Et le Kamehameha qu'il réalise avec l'énergie de son père remet cette attaque au firmament des coups spéciaux. Je découvre via Dragon Quest 3 et Chrono Trigger que l'influence d'Akira Toriyama ne s'arrête pas aux mangas et aux animés. Il trône déjà sur le Mediamix. J'ai 16 ans. On n'attend plus le nouvel épisode chaque semaine à la télévision. Non, on file chez Tonkam, rue Keller, pour acheter nos mangas en japonais. On comprend pas grand-chose, mais on est captivé. J'ai 19 ans. Mon amour pour la japanimation et les mangas m'ont poussé à passer le pas. Je rejoins les équipes de bénévoles de Japan Expo. Dragon Ball est la référence la plus communément citée parmi tous les autres bénévoles. Je fais mon premier voyage au Japon. Je suis choqué de voir des mangas et des animés partout. Impensable en France, on est encore très loin d'une telle acceptation. Je ne reconnais ni le village pingouin ni la capitale de l'Est dans ce Tokyo, mais je me sens étrangement bien dans ce pays qui m'est totalement étranger. Voir ici et là les visages d'Arale, Goku et Gohan et compagnie me mettent du baume au cœur. J'ai 40 ans, j'écris régulièrement sur les mangas et l'animation japonaise. Je me rends même au Japon pour interviewer des mangaka. Je repense à ce petit blondinet qui criait Kamehameha, qui mettait du gel dans ses cheveux pour faire super guerrier. Et je me dis que s'il n'est pas allé sur Namek, il est quand même allé pas mal loin. J'ai 43 ans. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de suivre les rythmes des vacances scolaires. Et je me réveille pourtant à 4h du matin. Et là, c'est pas un vendredi comme un autre. Au lieu d'avoir 2-3 notifications sur mon téléphone, à regarder quand je me brosse les dents, je vois l'avalanche de messages. Akira Toriyama est décédé. Je crois une blague, un canular de très mauvais goût, une erreur, mais très vite la réalité me rattrape de tout son poids et un vide se creuse sous mes pieds et dans mon cœur. J'ai 43 ans, je suis Goku, Gohan, Yajirobe, Arale, Senbei Norimaki, Gachan, Superman de prune séchée, Krillin, Bulma et Satan Petit Cœur, tous à la fois. Mars 2084, j'ai 103 ans, on n'a toujours pas d'overboard ni de sabre laser. Je marche dans la rue et je souris en voyant un gamin et une gamine qui portent une veste Dragon Ball, une casquette Arale. La 6e génération de fans de Toriyama semble en forme. Tiens, une notification. Les colons viennent d'embarquer pour la première planète terraformée. Elle a été baptisée Namek. Je verse une larme. Bravo Valentin. Ça fait pleurer. Alors, ça fait transpirer des yeux le chat. Je pense qu'on a tous une petite poussière dans l'œil. Ouais. Bravo, je me suis reconnu dans tout ce que... Sauf sur l'âge, je me suis reconnu dans tout ce que t'as dit. J'ai une petite anecdote. Je vais chialer tout de suite. Oui, vas-y, Benoît, s'il te plaît. Je vais laisser le temps à chacun de sécher ses larmes. Tu parlais de la boutique Tonkam rue Keller qui justement égrenait les Dragon Ball, je dirais, de manière extrêmement presque industrielle. Et donc une anecdote qu'on m'a racontée, c'est donc à l'époque c'était des Dragon Ball qui étaient en import et ils marchaient tellement qu'en fait il y avait une étagère vide où c'était marqué Dragon Ball rupture totale. Et en fait il y a des clients qui sont venus qui disaient bonjour, je voudrais le Dragon Ball rupture totale s'il vous plaît. C'est génial. C'est super. Alors, je tiens à dire que le chat t'envoie beaucoup de cœurs. Ah bah oui. Alors, il y a eu Rentrons, il pleut, ceux qui ont la rêve de FMA, bien sûr. Il y a eu On est submergé par nos larmes. Il y a eu On transpire des yeux et beaucoup de cœurs. Et nous aussi, tu nous as mis. On n'a pas l'habitude de te voir comme ça. Ça fait, ça touche. Failli chialer. Mais oui. Merci, merci beaucoup, Valentin. Du coup, Benoît, qu'est-ce qui arrive là prochainement au niveau de Dragon Ball chez Glénat? Alors au niveau de Dragon Ball chez Glénat, bien évidemment, on a Dragon Ball Super qui se poursuit puisque la série est toujours en cours au Japon. Nous avons donc le super livre numéro 4, le dictionnaire dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une date là pour le super livre numéro 4? Novembre, fin novembre. En fait, chaque super livre, comme c'est quand même un très gros morceau, c'est 350 pages, c'est plus de 500 000 signes à maqueter, relire, traduire, etc. D'ailleurs, félicitations à la traductrice pour son implication. On la salue. Voilà. Oui. Et donc c'est pour Fédola Maudière, exactement. Donc c'est pour ça on est sur un rythme d'une fois par an. Bravo, parce que sinon, voilà. Et donc ça on est sur un rythme normal. Et donc nous avons en mai qui arrive donc la Dragon Ball Full Color, donc édition couleur. Je l'attends énormément, sache-le. Nous aussi nous l'attendons avec impatience. Donc qui arrive, donc les tomes 1 et 2 sortent en mai, les tomes 3 et 4 en juillet, et après on sera sur un rythme bimestriel. Okay. Particularité de la Dragon Ball Full Color, outre le fait qu'elle est bien évidemment totalement en couleur, elle sera donc dans un grand format comme la Perfect Edition, parce qu'on considère que justement le lectorat qui souhaite une édition Full Color est un lectorat qui justement préfère avoir un beau livre que forcément un livre de poche. Et en termes de tomaison, on n'est pas sur une tomaison comme était Dragon Ball, c'est-à-dire du tome 1 au tome 42, on est sur une tomaison par arc
narratif. D'accord. Et donc en fait, on aura donc le premier arc narratif qui s'appellera tout simplement l'enfance de Goku. Puis après, on aura les autres, ce qui permettra justement à chaque lecteur et lectrice de mieux se repérer plutôt que de se dire alors attends, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'en suis au tome 26 ou au tome 27? Ils pourront se dire bon, ok, alors dans cet arc-là, qui compte, mettons 8 tomes, j'en suis plutôt par-ci, plutôt par-là. Okay, avec des coffrets comme pour les arcs de One Piece? Alors pour le moment, il n'y a pas de coffret qui existe au Japon. Donc dans la mesure où les coffrets n'existent pas au Japon, pour le moment, on ne peut pas véritablement en envisager. Après, tout dépend. Brigitte. Oui. Et pour toi, du coup, qu'est-ce qui arrive? Où est-ce qu'on peut te retrouver vocalement? Freeren partout. Freeren, oui. Oui, je dirige Freeren en ce moment pour mon plus grand plaisir. Magnifique. Regardez-le en japonais et regardez-le en français et lisez le manga parce qu'il est magnifique. Oui, c'est une pépite. Voilà. Oui, alors, et puis ma chaîne YouTube. Tous les week-ends en convention aussi. Ma chaîne YouTube, les conventions, bien sûr. Et puis, qu'est-ce que je fais de bien? Oui, je fais une émission sur France Inter aussi. Voilà. On est collègues, c'est quelques étages après là. Non, je suis sur le même palier en face. Tu traverses là, ouais. Oui, j'ai les bestioles sur France Inter pour les petits et j'en suis très fière parce que c'est magnifique, ça marche bien. Il y a plus de 16 millions de téléchargements, c'est pas mal. Oui. Voilà, et je suis heureuse de participer à ça. Et puis, ma chaîne YouTube, les réseaux, plein de belles choses, plein de choses à partager. J'ai plein d'idées encore à développer. Eh ben, c'est génial. Voilà. Merci beaucoup, Brigitte. Non, j'espère bien. Bah oui, t'arrêtes pas. Évidemment. Merci beaucoup Brigitte. Merci à vous. Merci beaucoup Benoît. Je rappelle que tu es responsable éditorial chez Glénat. Valentin, tu m'as fait pleurer. Je vais devoir prendre une petite pause. Mais juste avant, Oskunk, t'en es où toi? Est-ce que t'as encore du temps devant toi? Oui, c'est toujours un plaisir de vous écouter.